Mon fils a craché un morceau de homard dans son assiette, a levé les yeux vers moi et a dit « Maman, descends finir ça à la cave, on a des invités. » J'avais cuisiné ce repas. Pendant 40 ans, j'avais tout cuisiné pour lui. Chaque sauce, chaque plat, chaque dessert. Et ce soir-là, dans cette grande maison de Neuilly, devant ses collègues en costume et leurs femmes parfumées, mon propre fils m'a regardé comme on regarde une domestique. Non, pire, comme on regarde quelqu'un qui n'existe pas. Je m'appelle Charlotte Dessalines. J'ai 72 ans aujourd'hui, et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Mais c'est aussi l'histoire de ma renaissance. Parce qu'il y a 2 ans, je dormais dans une cave humide, sous la maison de mon propre fils. Je mangeais ses restes. Je vivais comme une ombre. Et puis un jour, un notaire a appelé et tout a changé. Pour comprendre comment une mère peut tomber si bas, il faut que je vous raconte mon histoire depuis le début. Il faut que vous compreniez qui j'étais avant de devenir cette femme invisible qu'on envoyait manger à la cave. J'ai grandi à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, dans une famille modeste mais aimante. Mon père était ouvrier dans une usine de textile. Ma mère faisait des ménages. Nous étions 4 enfants. Moi, j'étais la 2e. Mon frère aîné, André, puis moi, puis mes 2 petites sœurs, Marie et Pauline. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'essentiel, l'amour, le respect, la dignité. Ma mère nous répétait toujours cette phrase. On peut être pauvre, mais on mange à table, ensemble, comme des êtres humains. À table, ensemble. Ces mots résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. Parce que pendant 2 ans, mon fils m'a interdit de manger à sa table. J'ai découvert ma passion pour la cuisine très jeune. À 8 ans, je regardais ma mère préparer les repas et je voulais tout apprendre. Elle me laissait éplucher les légumes, touiller les sauces, goûter les plats. À 12 ans, je préparais le dîner toute seule, quand elle rentrait fatiguée du travail. À 16 ans, j'ai quitté l'école pour entrer en apprentissage dans un restaurant du Vieux-Lyon. C'était un petit établissement, rien d'extraordinaire. Mais le chef était un homme passionné qui m'a tout appris. Les bases, les techniques, les secrets. Il me disait « Charlotte, tu as des mains d'or. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » J'ai travaillé dur, très dur. Les cuisines de restaurant, c'est un monde brutal. Les horaires impossibles, la chaleur des fourneaux, les cris des chefs, la pression constante. Mais j'aimais ça. J'aimais créer, transformer des ingrédients simples en quelque chose de beau, de bon, de réconfortant. La cuisine, pour moi, c'était de l'amour qu'on pouvait toucher, goûter, partager. À 23 ans, j'ai été embauchée au restaurant Le Petit Chaperon, un établissement qui allait devenir l'un des plus réputés de Lyon. Le chef, Michel Darbois, était un génie. Exigeant, parfois cruel, mais génial. Il m'a prise sous son aile. Il m'a fait travailler comme jamais je n'avais travaillé. Et 3 ans plus tard, quand le restaurant a obtenu sa première étoile au Michelin, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Charlotte, cette étoile, elle est aussi à toi. » C'est à cette époque que j'ai rencontré Maurice. Il était chauffeur de taxi. Un homme simple, doux, avec un sourire qui illuminait tout. Il venait souvent manger au restaurant les soirs où il finissait tard. Il s'asseyait toujours à la même table, près de la fenêtre. Et chaque fois, il me demandait de lui préparer quelque chose de spécial. « Surprends-moi, Charlotte », disait-il. Alors je le surprenais. Et chaque fois, il fermait les yeux en goûtant, et il souriait. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Une cérémonie simple,
à la mairie de la Croix-Rousse, avec nos familles et quelques amis. Ma mère pleurait de joie. Mon père m'a serrée dans ses bras et m'a dit « Tu as trouvé un homme bien, ma fille. Garde-le. » J'ai gardé Maurice pendant 28 ans. 28 années de bonheur simple et vrai. Nous avons acheté un petit appartement dans le quartier de Villeurbanne. Rien de luxueux. Mais c'était notre chez nous. Et puis, 3 ans après notre mariage, Julien est né. Mon fils. Mon unique enfant. Je me souviens encore du moment où je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois. Ce petit être fragile, avec ses yeux fermés et ses poings serrés. J'ai pleuré. Maurice pleurait aussi. Nous étions les parents les plus heureux du monde. J'ai continué à travailler au restaurant, mais j'ai réduit mes heures. Je voulais être présente pour Julien. Je le déposais à l'école le matin. Maurice le récupérait le soir. Nous nous relayions. Nous nous organisions. Ce n'était pas facile, mais nous y arrivions. Et chaque dimanche, je préparais un grand repas pour nous 3. C'était notre rituel sacré. Julien adorait mes plats. Il me regardait cuisiner avec des yeux émerveillés et il me demandait toujours « Maman, comment tu fais pour que ce soit si bon ?» Je lui répondais « C'est parce que je cuisine avec amour, mon chéri. » Julien était un enfant intelligent, curieux, ambitieux. Dès le collège, il avait les meilleures notes de sa classe. Au lycée, il a été admis dans une section européenne. Il parlait anglais couramment. Il dévorait les livres d'économie. Il rêvait de devenir quelqu'un d'important. Maurice et moi, nous étions fiers. Tellement fiers. Notre fils allait réussir. Notre fils allait avoir la vie que nous n'avions jamais eue. Mais la vie, parfois, vous arrache ce que vous aimez le plus. Maurice est tombé malade quand Julien avait 16 ans. Un cancer du pancréas. Fulgurant. En 6 mois, l'homme que j'aimais, l'homme avec qui j'avais construit ma vie, a disparu. Je me souviens de son dernier jour à l'hôpital. Il m'a pris la main, il m'a regardé et il m'a dit « Charlotte, occupe-toi de notre fils. Fais-en un homme bien. » J'ai promis. J'ai tenu ma promesse. Du moins, je l'ai cru. Après la mort de Maurice, j'ai travaillé encore plus dur. Je faisais des heures supplémentaires au restaurant. Je prenais des extras pour les événements privés. Je ne comptais plus mon temps. Tout l'argent que je gagnais, je le mettais de côté pour Julien, pour ses études, pour son avenir. Quand il a été admis à HEC, l'une des meilleures écoles de commerce de France, j'ai pleuré de joie. Mais les frais de scolarité étaient astronomiques. 30 000 € par an, plus le logement à Paris, plus les livres, les vêtements, les sorties. Comment une cuisinière pouvait-elle payer tout ça? J'ai vendu notre appartement de Villeurbanne, l'appartement où Julien avait grandi, où Maurice et moi avions été heureux. J'ai vendu notre histoire pour payer son avenir. Et je me suis installée dans un petit studio de 30 mètres carrés, au 5e étage, sans ascenseur, dans un quartier populaire de Lyon. Julien n'a jamais vraiment compris ce sacrifice. Ou peut-être qu'il n'a pas voulu le comprendre. À HEC, il a changé. Il a rencontré des gens riches, des héritiers, des fils de patrons. Il a commencé à avoir honte de ses origines, de moi. Un jour, il m'a dit « Maman, quand mes amis viennent, ne dis pas que tu es cuisinière. Dis que tu travailles dans la restauration haut de gamme. » J'aurais dû réagir ce jour-là. J'aurais dû lui dire que j'étais fière de mon métier, fière de mes mains abîmées par le travail, fière de chaque plat que j'avais préparé. Mais je n'ai rien dit, parce que j'étais sa mère, parce que je l'aimais, parce que je voulais qu'il soit heureux. Après HEC, Julien a trouvé un travail dans une grande entreprise parisienne.
directeur financier adjoint. Un salaire à 6 chiffres, une voiture de fonction. Un appartement dans le 16e arrondissement. Il avait réussi. Mon fils avait réussi. Et puis il a rencontré Séverine. Séverine venait d'une famille bourgeoise de Versailles. Son père était notaire. Sa mère ne travaillait pas. Elle avait grandi avec des domestiques, des vacances au ski, des étés dans le sud. Elle regardait le monde de haut, comme si tout lui était dû. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a serré la main du bout des doigts et m'a dit « Alors c'est vous, la maman de Julien. Il m'a beaucoup parlé de vous. » Son ton était poli, mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux me jugeaient. Mon tailleur bon marché, mes chaussures usées, mon accent lyonnais. Je n'étais pas à la hauteur. Je ne serai jamais à la hauteur. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Un mariage somptueux, dans un château de la Loire, avec 200 invités. Je n'ai été présentée à personne. Séverine m'a placée à une table au fond de la salle, avec des cousins éloignés que personne ne connaissait. Quand je suis allée féliciter mon fils, il m'a embrassée rapidement et m'a dit « Merci d'être venue, maman », comme si j'étais une invitée parmi d'autres, comme si je n'étais pas la femme qu'il avait portée, nourrie, élevée, sacrifiée tout pour lui. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai pleuré, pas des larmes de joie, des larmes de deuil, parce que j'avais compris que mon fils m'échappait, qu'il appartenait maintenant à un autre monde. Un monde où je n'avais pas ma place. Les années ont passé. Julien et Séverine ont eu 2 enfants, Léo et Emma. Je les voyais 2 ou 3 fois par an. À Noël, parfois à Pâques. Je leur envoyais des cadeaux pour leurs anniversaires. Des cadeaux que je choisissais avec soin, que j'emballais avec amour. Mais Séverine ne me remerciait jamais. Et les enfants, je le voyais bien, ne savaient pas vraiment qui j'étais. J'étais la grand-mère lointaine, celle qu'on voit rarement, celle dont on ne parle pas. À 65 ans, j'ai pris ma retraite. 35 ans au restaurant Le Petit Chaperon. 35 ans de service. Le jour de mon départ, le chef actuel m'a offert un tablier brodé à mon nom et une photographie encadrée de toute l'équipe. Mes collègues ont pleuré. Moi aussi. C'était la fin d'une époque. Je me suis retrouvée seule dans mon petit studio lyonnais. Une retraite modeste, à peine 1 200 € par mois. Les journées étaient longues. Je cuisinais pour moi. Mais ça n'avait plus le même goût. La cuisine, c'est fait pour être partagé. Et je n'avais plus personne avec qui partager. C'est à ce moment-là que Julien m'a appelé. Un dimanche soir, en février. Sa voix était chaleureuse, presque affectueuse. Je ne l'avais pas entendu me parler comme ça depuis des années. Maman, Séverine et moi, on a réfléchi. On a acheté une grande maison à Neuilly. 5 chambres, un jardin. Tout. Et il y a une dépendance au sous-sol. On s'est dit que tu pourrais venir vivre avec nous. Tu serais près des enfants. Tu pourrais nous aider un peu avec la maison, la cuisine. Ce serait parfait. Mon cœur a bondi. Mon fils me voulait près de lui. Après toutes ces années de distance, il voulait me retrouver. J'ai dit oui, immédiatement, sans réfléchir, sans poser de questions. J'aurais dû poser des questions. J'ai vendu mon petit studio de Lyon en 3 semaines. L'agent immobilier m'a dit que j'aurais pu attendre, obtenir un meilleur prix, mais je n'avais pas envie d'attendre. Mon fils m'avait invité chez lui. Mon fils voulait que je vive près de lui, près de mes petits-enfants. C'était tout ce qui comptait. J'ai aussi liquidé mes dernières économies. Un petit compte épargne que j'avais réussi à garder malgré les années difficiles. 80 000 €. Julien m'avait expliqué au téléphone que la dépendance avait besoin de travaux. Rien de grave, maman.
Juste quelques aménagements pour que tu sois bien installé. Si tu pouvais participer un peu, ce serait formidable. On est un peu juste en ce moment avec le crédit de la maison. » J'ai viré l'argent sans hésiter. 80 000 €. Toute une vie d'économie. Je me disais que c'était normal, que c'était ce que faisaient les parents pour leurs enfants, que cet argent de toute façon lui reviendrait un jour. Autant qu'il serve maintenant. Le jour où j'ai quitté Lyon, j'ai pleuré en fermant la porte de mon studio pour la dernière fois. Ce n'était pas grand-chose. 30 mètres carrés sous les toits. Mais c'était chez moi. Mon refuge depuis la vente de l'appartement de Villeurbanne. Mon dernier espace de liberté. En refermant cette porte, je ne savais pas encore que je refermais aussi la porte de ma dignité. Julien est venu me chercher à la gare de Lyon. Il conduisait une belle voiture allemande, noire et brillante. Il m'a embrassée sur les 2 joues, un peu pressée, en regardant sa montre. « On y va, maman. Séverine nous attend pour le dîner. » Dans la voiture, il m'a parlé de son travail, de ses projets, de la maison. Il avait l'air heureux. J'étais heureuse aussi. Je me disais que tout allait bien se passer, que nous allions enfin nous retrouver. La maison de Neuilly était impressionnante. Une grande bâtisse blanche avec des volets gris, un jardin impeccable, une allée de gravier qui crissait sous les pneus. Séverine nous attendait sur le perron, les bras croisés. Elle portait une robe élégante et des chaussures à talons, même chez elle. Elle m'a fait la bise du bout des lèvres. « Bonsoir, Charlotte. Le voyage s'est bien passé ?» Elle ne m'appelait jamais « belle maman », toujours « Charlotte », comme si je n'étais pas la mère de son mari, comme si je n'étais qu'une connaissance lointaine. Les enfants sont descendus du premier étage en courant. Léo avait 8 ans, Emma 6. Ils étaient beaux, bien habillés, avec les traits fins de leur mère. Ils m'ont regardée avec curiosité, comme s'ils ne me reconnaissaient pas vraiment. « Bonjour, mamie », a dit Léo poliment. Emma n'a rien dit. Elle s'est cachée derrière sa mère. « Bon », a dit Séverine, « je vais te montrer ta chambre. » Nous sommes entrés dans la maison. Le salon était immense, avec des canapés en cuir blanc, une cheminée en marbre, des tableaux modernes au mur. La cuisine était équipée comme un restaurant, avec des appareils électroménagers dernier cri, un îlot central en granit, des casseroles en cuivre suspendues au-dessus. J'ai regardé tout cela avec admiration. Mon fils avait vraiment réussi. Séverine m'a guidée vers un escalier au fond du couloir. Un escalier qui descendait. « La dépendance est en bas », a-t-elle expliqué. « C'est très pratique, tu auras ton indépendance. » Nous sommes descendus. L'escalier était étroit, mal éclairé. En bas, une porte en bois. Séverine l'a ouverte et a allumé la lumière. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas une dépendance, ce n'était pas un appartement, c'était une cave. Une cave aménagée à la hâte, avec un lit de camp contre le mur, une armoire en contreplaqué, un lavabo dans un coin. Le sol était en béton brut, les murs suintaient d'humidité, une seule ampoule pendait du plafond, diffusant une lumière jaunâtre et triste. Il n'y avait pas de fenêtre, pas une seule fenêtre. « Voilà », a dit Séverine d'un ton léger. « C'est temporaire, bien sûr. On va faire des travaux. Julien t'a expliqué, non? En attendant, tu seras bien ici. C'est calme. » J'ai regardé cette pièce, cette cave. J'ai regardé le lit de camp avec son matelas fin comme une feuille de papier. J'ai regardé les murs humides, le béton froid, l'absence de lumière naturelle. Et j'ai voulu dire quelque chose. J'ai voulu dire que ce n'était pas possible, que je ne pouvais pas vivre ici, que ce n'était pas ce qu'on m'avait promis. Mais Julien est apparu derrière Séverine. Il souriait. « Alors, maman,
Ça te plaît? Je sais que c'est modeste, mais c'est temporaire. Dans quelques mois, on aménagera tout ça. Tu verras, tu seras comme une reine. Comme une reine, dans une cave sans fenêtre. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit, parce que j'étais sa mère, parce que je l'aimais, parce que je ne voulais pas créer de problème dès le premier jour. Je me suis dit que c'était vraiment temporaire, que les travaux allaient commencer, que tout irait mieux bientôt. Les travaux n'ont jamais commencé. Les premières semaines, j'ai essayé de m'adapter. Je me levais tôt, je montais à la cuisine, je préparais le petit déjeuner pour tout le monde. Des croissants frais que j'allais chercher à la boulangerie, des œufs brouillés, du café. Je pensais que c'était ma façon de contribuer, de remercier mon fils de m'avoir accueilli. Séverine ne me remerciait jamais. Elle entrait dans la cuisine, prenait son café sans un mot et partait s'occuper des enfants. Julien avalait son petit déjeuner en 5 minutes, le nez dans son téléphone, puis filait au travail. Les enfants mangeaient en silence, sous le regard strict de leur mère. Personne ne me parlait. J'étais là, mais j'étais invisible. Peu à peu, mes tâches se sont multipliées. Le petit déjeuner, puis le déjeuner pour les enfants quand ils rentraient de l'école, puis le goûter, puis le dîner. Séverine me laissait des listes. « Charlotte, ce soir on reçoit des amis. Il faudrait préparer un apéritif et un plat principal, quelque chose de raffiné. » Je préparais. Des heures de travail. Des plats dignes du restaurant étoilé où j'avais passé ma vie. Et le soir, quand les invités arrivaient, Séverine me demandait de descendre à la cave. On va manquer de place à table, vous comprenez? Je comprenais très bien. J'ai aussi commencé à faire le ménage, passer l'aspirateur, nettoyer les salles de bain, repasser les chemises de Julien. Séverine avait une femme de ménage qui venait 2 fois par semaine. Mais apparemment ce n'était pas suffisant. « Charlotte, vous pourriez repasser ces draps? La femme de ménage ne sait pas le faire correctement. »« Charlotte, les vitres du salon sont sales. Vous avez 5 minutes? » Je ne disais jamais non. Je ne savais pas dire non. J'avais été élevée comme ça. On aide sa famille. On ne se plaint pas. On fait ce qu'on doit faire. Mais le pire, c'était les repas. Très vite, Séverine m'a fait comprendre que ma place n'était pas à table avec eux. Les enfants ont besoin d'espace pour manger tranquillement. Et puis, on aime avoir nos moments en famille. Vous comprenez? Vous pouvez manger après nous, dans la cuisine, ou en bas si vous préférez. En bas, dans la cave, j'ai commencé à manger seule. Je préparais le dîner, un beau plat, avec amour et savoir-faire, et je servais la famille. Puis je descendais à la cave avec une assiette de reste, ce qu'ils n'avaient pas fini, ce qu'ils ne voulaient plus. Des morceaux de viande refroidis, des légumes écrasés, du pain rassis. Je mangeais sur mon lit de camp, dans cette pièce humide et sombre, pendant qu'en haut, j'entendais leurs rires, leurs conversations, le tintement des verres. Un soir, j'ai préparé un homard thermidor. C'était ma spécialité au restaurant. Un plat complexe, délicat, qui demandait des heures de préparation. Le homard fendu, la chair délicatement retirée, la sauce crémeuse au cognac et à la moutarde, la chapelure dorée au four. J'y avais mis tout mon cœur. Julien et Séverine recevaient des collègues importants ce soir-là. J'ai servi le homard sur de belles assiettes, avec une présentation impeccable. Les invités ont applaudi. « C'est exquis !»« Séverine, vous êtes une cuisinière extraordinaire. » Séverine a souri et n'a pas corrigé. Elle n'a pas dit que c'était moi qui avais cuisiné. Elle a accepté le compliment, comme si c'était le sien. Après le repas, Julien m'a appelé pour débarrasser.
Il y avait des restes dans les assiettes, des morceaux de homard à peine touchés. Julien a pris sa fourchette, a piqué un morceau de chair, l'a porté à sa bouche, puis l'a recraché dans l'assiette avec une grimace. « C'est froid maintenant, immangeable !» Il a levé les yeux vers moi et a dit « Maman, descends finir ça à la cave. On a des invités. » Descends finir ça à la cave. J'ai pris les assiettes, je suis descendue. Et cette nuit-là, assise sur mon lit de camp, j'ai mangé les restes de homard que mon fils avait crachés. Ma propre recette, mon chef-d'œuvre, recraché et abandonné, l'odeur du homard, cette odeur de beurre, de cognac, de chair délicate. Elle me hante encore aujourd'hui, parce que pendant 2 ans j'ai préparé des dizaines de homards pour mon fils et ses invités, et jamais, pas une seule fois, je n'ai eu le droit d'y goûter à table, comme un être humain. Je mangeais les restes froids, dans ma cave, seule dans le noir. Julien me donnait 50 € par mois. Pour tes besoins personnels, maman. 50 €. Le prix de 2 bouteilles de vin qu'il servait à ses dîners. Avec ça, je devais acheter mes produits d'hygiène, mes médicaments, tout ce dont j'avais besoin. Je comptais chaque centime. Je ne sortais presque plus. Je n'avais plus d'amis, plus de vie sociale, plus rien. J'étais devenue une prisonnière dans la maison de mon propre fils. Et le pire, le plus douloureux, c'est que je l'aimais encore. Je l'aimais malgré tout. Quand il me souriait le matin, quand il me disait « Merci maman », d'un ton distrait, quand il posait brièvement sa main sur mon épaule en passant, je me raccrochais à ses miettes d'affection comme une naufragée à une bouée. Je me disais qu'il m'aimait, au fond, qu'il était juste occupé, stressé, sous l'influence de Séverine, que les choses allaient s'arranger. Les choses ne se sont pas arrangées, elles ont empiré. 1 an après mon arrivée, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Des douleurs dans les articulations à cause de l'humidité de la cave. Des problèmes respiratoires à cause du manque d'aération. Des insomnies, des cauchemars, une fatigue permanente. J'ai demandé à Julien si je pouvais voir un médecin. Il a soupiré. « Maman, tu exagères toujours. Tu as un lit, de la nourriture, un toit. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Un toit ? Oui. J'avais un toit, un plafond de cave qui suintait quand il pleuvait. De la nourriture. Oui, j'avais de la nourriture. Les restes que mon fils ne voulait plus. Un lit. Oui, j'avais un lit. Un lit de camp où je me réveillais chaque nuit avec des douleurs dans le dos. Mais je ne disais rien. Je continuais à cuisiner, à nettoyer, à repasser. Je continuais à sourire quand on me parlait, à dire merci quand on me donnait mes 50 € mensuels. Je continuais à descendre à la cave chaque soir, avec mon assiette de reste, à manger dans le silence et l'obscurité, à pleurer dans mon oreiller quand tout le monde dormait, parce que j'étais sa mère, parce que je l'aimais, parce que je n'avais nulle part où aller. J'avais vendu mon appartement, j'avais donné toutes mes économies, je n'avais plus rien. Plus de maison, plus d'argent, plus d'amis. À 67 ans, j'étais totalement dépendante de mon fils. Et lui, il le savait. Il savait que je ne pouvais pas partir, que je n'avais pas le choix, que j'étais piégée. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette situation a duré 2 ans. 2 ans de silence, d'humiliation, de solitude. 2 ans à manger les restes de mon fils, dans une cave humide. 2 ans à disparaître peu à peu, à devenir une ombre, à oublier qui j'avais été. Et puis, un soir de novembre, tout a basculé. Ce soir de novembre, il pleuvait. Une pluie fine et glacée qui tambourinait contre les fenêtres de la maison.
J'avais passé la journée à préparer un dîner pour 12 personnes. Des collègues de Julien, des gens importants, des directeurs et leurs épouses. Séverine m'avait donné le menu la veille. Foie gras maison en entrée, filet de bœuf en croûte avec sauce aux morilles, gratin dauphinois, plateau de fromage affiné. Et pour le dessert, un Paris-Brest que j'avais appris à faire au restaurant il y a 40 ans. J'avais commencé à cuisiner à 6 heures du matin. Le foie gras devait reposer, la pâte du Paris-Brest devait refroidir. La sauce aux morilles demandait une attention constante. À midi, je n'avais pas encore mangé. À 15 heures, mes jambes tremblaient de fatigue. À 18 heures, quand les premiers invités sont arrivés, j'avais travaillé 12 heures sans pause. Séverine est descendue me voir dans la cuisine. Elle portait une robe noire élégante, des perles autour du cou, un maquillage parfait. Elle m'a regardée de haut en bas, mon tablier taché, mes cheveux en désordre, mes mains rougies par le travail. Elle a fait une moue de dégoût. « Charlotte, vous ne pouvez pas rester ici pendant le dîner. Les invités pourraient vous voir. Descendez à la cave et ne remontez pas avant que tout le monde soit parti. » J'ai hoché la tête. J'ai enlevé mon tablier. J'ai pris une assiette avec quelques restes du déjeuner, un morceau de pain et un peu de fromage, et je suis descendue dans ma cave. En haut, j'entendais les rires, les conversations, le tintement des verres. L'odeur de mon filet de bœuf en croûte descendait jusqu'à moi, me narguait. J'ai mangé mon pain et mon fromage dans le noir, assise sur mon lit de camp, en écoutant les autres savourer le repas que j'avais préparé. Vers 23 heures, le silence est revenu. Les invités étaient repartis. J'ai attendu encore 1 heure, pour être sûre. Puis je suis remontée pour nettoyer la cuisine. Il y avait des assiettes partout, des verres sales, des restes de nourriture éparpillés. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin pour tout ranger, tout laver, tout remettre en ordre. Quand je suis enfin redescendue à la cave, je pouvais à peine tenir debout. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Je rêvais que j'étais enfermée dans un cercueil, sous terre, et que j'entendais des gens marcher au-dessus de moi sans m'entendre crier. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant, incapable de me rendormir. J'ai regardé le plafond de ma cave, ce béton gris et humide, et je me suis demandé comment j'en étais arrivée là. Comment Charlotte Dessalines, cuisinière étoilée, femme fière et indépendante, avait pu devenir cette créature invisible qu'on cachait à la cave quand il y avait des invités. Les jours suivants, j'ai continué ma routine. Petit déjeuner, ménage, déjeuner, courses, dîner, vaisselle, cave. Toujours la même chose. Toujours le même silence. Toujours la même solitude. Mais quelque chose avait changé en moi. Une petite voix, tout au fond, qui commençait à murmurer. Une voix que j'avais fait taire pendant 2 ans et qui refusait maintenant de se taire. Cette voix me disait que ce n'était pas normal, que je ne méritais pas ça, que personne ne méritait ça. Un mardi après-midi, Séverine est sortie avec les enfants pour un goûter d'anniversaire. Julien était au travail. J'étais seule dans la maison pour la première fois depuis des mois. J'ai erré dans les pièces, touchant les meubles, regardant les photos sur les murs. Des photos de Julien et Séverine, de Léo et Emma, des photos de vacances au ski et à la plage. Je n'apparaissais sur aucune d'entre elles. Pas une seule photo de moi dans toute la maison. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais existé. Je suis entrée dans le bureau de Julien. Une pièce que je n'avais pas le droit de nettoyer. Séverine s'en occupait elle-même. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à entrer ce jour-là.
La curiosité peut-être. Ou cette petite voix qui me disait de chercher, de comprendre. Le bureau était impeccable. Un grand bureau en chêne, des étagères remplies de livres de finances, un ordinateur portable ouvert sur la table. L'écran n'était pas verrouillé. Julien avait dû partir précipitamment ce matin-là. Je me suis approchée. Je n'avais pas l'intention de fouiller. Je voulais juste éteindre l'ordinateur, par réflexe, comme je le faisais avec tous les appareils de la maison, pour économiser l'électricité. Mais en touchant la souris, l'écran s'est allumé et j'ai vu. C'était une boîte mail. Un échange de courriel entre Julien et un notaire. Maître Blanchard, notaire à Paris. L'objet du message était clair. Procédure de mise sous tutelle, Madame Charlotte Dessalines. Mon cœur s'est arrêté. J'ai lu le message, les mains tremblantes. Cher Maître Blanchard, suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière, je vous confirme notre souhait d'entamer une procédure de mise sous tutelle pour ma mère, Madame Charlotte Dessalines, âgée de 70 ans. Comme je vous l'ai expliqué, ma mère présente des signes de sénilité avancée depuis plusieurs mois. Elle oublie des choses, elle a des moments de confusion, elle ne peut plus gérer ses affaires seule. Mon épouse et moi sommes très inquiets pour elle. Nous pensons qu'il serait dans son intérêt qu'elle soit placée sous tutelle, avec moi-même comme tuteur légal. Cela nous permettrait de gérer ses biens et de prendre les décisions nécessaires pour son bien-être. Concernant ses biens, je dois vous informer qu'elle a récemment hérité d'une propriété à Menton, suite au décès de son frère André Dessalines. Cette propriété est estimée à environ 450 000 € selon les premières évaluations. Il y aurait également un compte bancaire associé à la succession, dont nous ignorons le montant exact. Dans le cadre de la tutelle, je souhaiterais pouvoir gérer ces biens en son nom. Merci de me tenir informé des démarches à suivre. Cordialement, Julien Dessalines. J'ai relu le message 3 fois, puis 4, puis 5. Les mots dansaient devant mes yeux. Sénilité avancée, confusion, mise sous tutelle, gérer ses biens, mon frère André, mon grand frère adoré, celui qui m'avait protégé quand nous étions enfants, celui qui m'avait consolé après la mort de Maurice, celui que je n'avais pas vu depuis des années, parce que Julien me disait toujours que ce n'était pas le moment, qu'il était trop loin, qu'on irait le voir plus tard. André était mort, mon frère était mort, et personne ne me l'avait dit. J'ai cherché dans les autres messages. J'ai trouvé la réponse du notaire, datée de 3 semaines plus tôt. Cher Monsieur Dessalines, je vous remercie pour ces informations. Pour entamer une procédure de mise sous tutelle, il nous faudra un certificat médical attestant de l'incapacité de votre mère à gérer ses affaires. Je vous recommande de prendre rendez-vous avec un psychiatre qui pourra évaluer son état mental. Une fois ce certificat obtenu, nous pourrons saisir le juge des tutelles. Concernant la succession de Monsieur André Dessalines, je vous informe que celle-ci n'a pas encore été réglée. Votre mère est en effet la seule héritière désignée dans le testament. Elle devra se présenter à mon étude pour signer les documents nécessaires. Dans le cadre d'une tutelle, vous pourriez effectivement signer en son nom. Restant à votre disposition, Maître Blanchard. La seule héritière, André m'avait tout laissé. Sa maison de Menton, son argent, tout. Et Julien le savait. Julien le savait depuis des semaines, peut-être des mois, et il ne m'avait rien dit. Il avait caché la mort de mon propre frère pour pouvoir mettre la main sur mon héritage. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé d'autres messages, des échanges avec Séverine, transférés depuis son téléphone. La vieille ne se doute de rien.
Elle croit qu'elle vit ici par générosité, si elle savait. Un autre message? Le psychiatre de mon père pourrait nous aider pour le certificat. Il nous doit un service. Et un autre encore. Une fois qu'on aura la tutelle, on vendra la maison de Menton et on remboursera le crédit. Ensuite, on pourra la mettre en maison de retraite. Quelque chose de pas cher. Elle ne fera pas la différence de toute façon. Quelque chose de pas cher. Elle ne fera pas la différence. Ces mots me brûlaient les yeux. Mon fils, mon unique enfant, celui pour qui j'avais tout sacrifié, parlait de moi comme d'un objet encombrant dont il fallait se débarrasser. Je me suis assise dans le fauteuil de Julien. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai regardé l'écran. Ces mots cruels, cette trahison froide et calculée. Et pour la première fois depuis 2 ans, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas eu de chagrin. J'ai eu de la colère. Une colère froide, profonde, qui montait du plus profond de mon être. Une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pas même quand Maurice était mort. Pas même quand j'avais vendu notre appartement. Cette colère-là était différente. C'était la colère d'une femme qui comprend enfin qu'on l'a trompée, manipulée, utilisée. André. Mon frère André était mort, et je n'avais pas pu lui dire au revoir. Je n'avais pas pu assister à son enterrement. Je n'avais pas pu pleurer sur sa tombe, parce que mon fils me l'avait caché, parce que mon fils voulait mon héritage. Je suis restée assise dans ce bureau pendant 1 heure, peut-être 2. J'ai relu tous les messages. J'ai compris toute l'étendue du plan. Julien et Séverine m'avaient fait venir chez eux, non pas par amour, mais par calcul. Ils m'avaient isolée de mes amis, de ma famille, de mon frère. Ils m'avaient enfermée dans une cave pour me rendre dépendante, vulnérable. Et maintenant que j'avais hérité d'une fortune, ils voulaient me faire déclarer folle, pour tout me prendre. 80 000 €. J'avais donné 80 000 € pour les travaux de ma prétendue dépendance. Des travaux qui n'avaient jamais eu lieu. Cet argent avait probablement servi à rembourser leurs dettes, à payer leurs vacances, à financer leur train de vie. Et moi, pendant ce temps, je dormais sur un lit de camp dans une cave humide, en mangeant leurs restes. J'ai éteint l'ordinateur. J'ai quitté le bureau. J'ai refermé la porte derrière moi et je suis descendue à la cave, dans ma prison, avec un secret qui brûlait dans ma poitrine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai sorti de ma valise la seule chose que j'avais gardée de mon ancienne vie. Mon tablier de cuisinière, celui avec mon nom brodé, celui que mes collègues m'avaient offert le jour de ma retraite. Dans la poche, il y avait une photographie. Une photo de moi avec le chef d'Arbois, le jour où le restaurant avait reçu sa première étoile. Sur la photo, je souriais. J'avais l'air fière, heureuse, vivante. J'ai regardé cette photo pendant des heures. J'ai regardé cette femme que j'avais été, cette cuisinière respectée, cette mère aimante, cette femme digne. Et je lui ai parlé à cette femme du passé. Je lui ai dit que j'avais honte, que j'avais laissé les choses aller trop loin, que j'avais accepté l'inacceptable par amour pour un fils qui ne m'aimait pas. Puis j'ai pris une décision. Je ne savais pas encore comment, je ne savais pas encore quand, mais j'allais me battre. Je n'allais pas les laisser me voler mon héritage. Je n'allais pas les laisser me faire passer pour folle. Je n'allais pas finir mes jours dans une maison de retraite miteuse pendant qu'ils profiteraient de l'argent de mon frère. André m'avait laissé cette maison pour une raison. Il m'avait laissé une chance de m'en sortir. Et je n'allais pas gâcher cette chance. Le lendemain matin, pour la première fois en 2 ans, je ne suis pas montée préparer le petit déjeuner. Je suis restée dans ma cave, assise sur mon lit,
à attendre. À 9 heures, j'ai entendu des pas dans l'escalier. La porte s'est ouverte. C'était Séverine, le visage rouge de colère. « Charlotte, qu'est-ce que vous faites? Les enfants ont faim. Julien attend son café. Montez immédiatement. » Je l'ai regardée. Cette femme qui me traitait comme une domestique depuis 2 ans. Cette femme qui complotait avec mon fils pour me voler. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit « Non ». Elle a cligné des yeux. Surprise. « Pardon ?» J'ai dit non. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, je me repose. Son visage s'est décomposé. Vous vous reposez? Mais qui va préparer le petit déjeuner? Qui va s'occuper des enfants? Vous, ai-je répondu calmement. Vous êtes leur mère. Elle est restée bouche bée quelques secondes. Puis elle a tourné les talons et elle est remontée en claquant la porte. J'ai entendu sa voix au-dessus, furieuse, qui racontait à Julien ce qui venait de se passer. J'ai entendu ses pas lourds qui descendaient sur l'escalier. Julien est apparu dans l'encadrement de la porte. Son visage était dur, ses yeux froids. Ce n'était plus mon petit garçon, c'était un étranger. « Maman, qu'est-ce qui te prend? » « Je suis fatiguée, Julien, j'ai besoin de repos. » « Tu es fatigué? On t'héberge, on te nourrit, on te donne un toit. Et tu es fatigué? » J'ai soutenu son regard. « Oui, je suis fatiguée. » Il m'a fixée pendant un long moment. Je voyais qu'il cherchait quelque chose à dire, quelque chose pour me faire obéir. Mais je ne baissais pas les yeux. Pour la première fois en 2 ans, je ne baissais pas les yeux. « Très bien, » a-t-il fini par dire. « Repose-toi, mais ne t'habitue pas. » Il est reparti. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, sa voiture qui démarrait, le silence qui retombait sur la maison. J'étais toujours dans ma cave, toujours prisonnière, toujours seule. Mais quelque chose avait changé. J'avais dit non. Pour la première fois en 2 ans, j'avais dit non. Et ce petit mot, ce simple mot de 3 lettres, c'était le début de ma libération. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Julien et Séverine me regardèrent différemment, avec méfiance, comme si j'étais devenue imprévisible. Je continuais à faire certaines tâches, le minimum pour ne pas éveiller les soupçons, mais je n'étais plus la même. Quelque chose s'était brisé en moi, ou plutôt quelque chose s'était réveillé. La nuit, dans ma cave, je réfléchissais. Je planifiais. Je me souvenais de chaque détail que j'avais lu dans ces courriels. Le notaire s'appelait Maître Blanchard. Son étude était à Paris, dans le 8e arrondissement. Mon frère André m'avait laissé une maison à Menton et un compte bancaire. Julien voulait me faire déclarer incapable pour tout récupérer. Il avait parlé d'un psychiatre, un ami de la famille, qui pourrait signer un faux certificat. Je devais agir vite. Mais comment? Je n'avais pas d'argent, pas de téléphone, pas de contact. Julien avait pris mon ancien téléphone portable il y a des mois, sous prétexte de me donner un modèle plus simple. Il ne me l'avait jamais rendu. Je n'avais aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. J'étais coupée du monde. Un matin, alors que je faisais les courses au supermarché du quartier, j'ai vu une cabine téléphonique. Ces vieilles cabines qu'on ne remarque plus, vestiges d'une autre époque. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'avais quelques pièces dans ma poche, les restes de mes 50 € mensuels. J'ai regardé autour de moi. Personne ne m'observait. Je suis entrée dans la cabine. Mes mains tremblaient quand j'ai composé le numéro des renseignements. J'ai demandé le numéro de l'étude de Maître Blanchard, notaire dans le 8e arrondissement de Paris. La voix automatique m'a donné le numéro. Je l'ai répété dans ma tête plusieurs fois pour le mémoriser. Puis j'ai raccroché. Je n'ai pas appelé ce jour-là. Je n'étais pas prête. Mais j'avais le numéro.
J'avais un début de plan. Les semaines suivantes, j'ai joué un double jeu. Devant Julien et Séverine, j'étais redevenue docile, obéissante. Je préparais les repas, je faisais le ménage, je descendais à la cave sans protester. Mais en secret, je rassemblais mes forces. Je gardais chaque pièce de monnaie que je trouvais. Je mémorisais les horaires de la famille, leurs habitudes, leurs absences. Un jeudi après-midi, Séverine est partie avec les enfants chez ses parents à Versailles. Elle devait y passer la nuit. Julien travaillait tard ce soir-là. Une réunion importante. J'avais la maison pour moi pendant plusieurs heures. Je suis sortie. J'ai marché jusqu'à la cabine téléphonique. J'ai glissé mes pièces dans la fente. J'ai composé le numéro du notaire. Une voix féminine a répondu « Étude de maître Blanchard. Bonjour. » Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à parler. « Bonjour, je m'appelle Charlotte Dessalines. Je crois que vous avez un dossier à mon nom, concernant la succession de mon frère, André Dessalines. » Un silence, puis la voix a repris, plus attentive. « Un instant, je vous prie. » J'ai entendu des cliquetis de clavier. « Oui, Madame Dessalines. Nous avons effectivement un dossier à votre nom. Nous avons essayé de vous contacter plusieurs fois, mais vos coordonnées... Nous n'avions qu'un numéro qui ne répondait jamais. Le numéro de Julien. Bien sûr, il avait intercepté tous les appels. Je comprends. Ai-je dit. C'est compliqué. Est-ce que je pourrais parler à Maître Blanchard, s'il vous plaît? C'est très important. Maître Blanchard est en rendez-vous actuellement. Puis-je prendre vos coordonnées pour qu'il vous rappelle? Je n'avais pas de coordonnées, pas de téléphone. Non, je rappellerai. Quand est-il disponible? Demain matin, à partir de 9h. Je rappellerai demain. Merci. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore plus qu'avant. Mais j'avais fait le premier pas. J'avais établi un contact. J'existais à nouveau. Le lendemain, j'ai trouvé une excuse pour sortir. J'ai dit à Séverine que je devais aller à la pharmacie acheter des médicaments pour mes douleurs articulaires. Elle m'a regardée avec suspicion, mais elle m'a laissé partir. Je suis allée directement à la cabine téléphonique. Cette fois, Maître Blanchard a pris mon appel. « Madame Dessalines, enfin. Nous vous cherchons depuis des mois. Votre frère est décédé en mars dernier, et nous n'arrivions pas à vous joindre. Votre fils nous a dit que vous étiez souffrante, que vous ne pouviez pas vous déplacer. En mars. André était mort en mars. Nous étions en novembre. 8 mois. Pendant 8 mois, mon fils m'avait caché la mort de mon propre frère. Mon fils vous a menti, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Je ne suis pas souffrante, je suis prisonnière. Un long silence. Pardon? J'ai tout raconté. La cave, les restes, l'isolement, les courriels que j'avais découverts, la procédure de mise sous tutelle, le projet de me faire déclarer folle pour récupérer mon héritage. Les mots sortaient de ma bouche comme un torrent, comme si j'avais attendu toute ma vie pour les prononcer. Maître Blanchard m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit d'une voix grave, « Madame Dessalines, ce que vous me décrivez est extrêmement grave. Votre fils m'a contacté il y a quelques semaines pour me parler d'une procédure de tutelle. Il m'a dit que vous n'aviez plus toute votre tête, que vous étiez confuse et incapable de gérer vos affaires. Je dois avouer que j'avais des doutes, mais je ne suis pas confuse. » Ai-je coupé? Je suis parfaitement lucide. Mon fils veut mon héritage, c'est tout. Je vous crois, madame. Votre voix, votre récit, tout indique une personne en pleine possession de ses moyens. Mais il va falloir le prouver. Votre fils a déjà pris rendez-vous avec un psychiatre pour vous faire évaluer. Si ce psychiatre signe un certificat d'incapacité,
les choses ne pourraient se compliquer. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que je peux faire? Venez me voir, venez à mon étude. Apportez une pièce d'identité. Nous signerons les documents de succession et vous prendrez officiellement possession de votre héritage. Une fois que ce sera fait, votre fils ne pourra plus rien contre vous. Mais je ne peux pas sortir, il surveille tout, et je n'ai pas d'argent pour le transport. Maître Blanchard a réfléchi un moment. Pouvez-vous vous échapper une journée, quelques heures seulement? Peut-être, je ne sais pas. Essayez. C'est important, Madame Dessalines. Votre frère vous a laissé une maison d'une valeur de 650 000 €. Pas 450 comme votre fils le croit. Il y a aussi un compte bancaire, avec 120 000 €. Votre frère voulait que vous soyez libre. Il me l'a dit avant de mourir. Il m'a dit « Charlotte a toujours tout donné aux autres. Il est temps qu'elle reçoive quelque chose pour elle. » Des larmes ont coulé sur mes joues. André, mon grand frère, même dans la mort, il pensait à moi. Je viendrai, ai-je dit. Je ne sais pas quand, mais je viendrai. Je vous attendrai. Et Madame Dessalines, soyez prudente. Si votre fils découvre que vous savez, les choses pourraient devenir dangereuses. J'ai raccroché. Je suis restée dans la cabine téléphonique pendant plusieurs minutes, à pleurer en silence. Des larmes de douleur pour mon frère, que je n'avais pas pu pleurer. Des larmes de rage contre mon fils, qui m'avait tout volé. Et des larmes d'espoir, parce que pour la première fois depuis 2 ans, je voyais une issue. Cette nuit-là, dans ma cave, j'ai sorti la photographie de mon tablier. J'ai regardé le visage du chef d'Arbois. J'ai regardé mon propre visage, jeune et fier, et j'ai murmuré « Tu avais raison, chef, j'ai des mains d'or, et je ne vais plus jamais laisser personne me dire le contraire. » Le lendemain, Julien m'a annoncé quelque chose qui a fait bondir mon cœur. « Maman, samedi prochain, Séverine et moi, on emmène les enfants à Disneyland. On part tôt le matin et on rentre tard le soir. Tu pourras te reposer. » Se reposer. Il pensait que j'allais passer la journée dans ma cave. Il ne savait pas que cette journée allait changer ma vie. J'ai hoché la tête docilement. « D'accord, Julien, amusez-vous bien. » Il m'a regardé avec un petit sourire satisfait. Il pensait m'avoir maté. Il pensait que j'étais redevenue la mère obéissante et soumise qu'il pouvait manipuler à sa guise. Il se trompait. Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Je comptais les heures, les minutes. Je préparais mentalement mon évasion. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance. Si je ratais cette opportunité, si Julien découvrait mes plans, tout serait perdu. Le vendredi soir, j'ai préparé un dîner particulièrement élaboré. Un poulet rôti aux herbes de Provence, des pommes de terre fondantes, une tarte aux pommes pour le dessert. Je voulais que tout soit parfait, que personne ne se doute de rien. Séverine a même daigné me complimenter. « C'est bon, Charlotte, vous vous êtes surpassée. » J'ai souri et j'ai dit merci. Puis je suis descendue à la cave, avec mon assiette de reste, comme d'habitude. Mais cette nuit-là, je n'ai pas mangé. Je n'avais pas faim. J'avais trop peur, trop d'espoir, trop d'adrénaline. Le samedi matin, je me suis réveillée à 5 heures. J'ai entendu la famille s'agiter au-dessus de ma tête. Les enfants excités. Séverine qui donnait des ordres. Julien qui chargeait la voiture. À 7 heures, la porte d'entrée a claqué. La voiture a démarré. Le silence est tombé sur la maison. J'ai attendu encore 1 heure, pour être sûre qu'ils ne reviendraient pas chercher quelque chose d'oublié. Puis je me suis levée. J'ai mis mes plus beaux vêtements, ceux que je gardais au fond de mon armoire depuis 2 ans.
une jupe bleu marine, un chemisier blanc, un cardigan gris. J'ai coiffé mes cheveux, j'ai mis un peu de rouge à lèvres. Je voulais avoir l'air digne quand je me présenterai chez le notaire. J'ai pris mon tablier de cuisinière et je l'ai plié soigneusement dans mon sac. C'était mon talisman, ma preuve que j'avais été quelqu'un avant de devenir une ombre. J'ai aussi pris ma carte d'identité, que j'avais réussi à cacher quand Julien avait confisqué mes papiers. Il pensait l'avoir, mais j'en avais fait faire un double il y a des années, au cas où. Ce double m'avait sauvé. J'ai quitté la maison par la porte de service, celle qui donnait sur le jardin. J'ai marché jusqu'à la station de métro. C'était la première fois que je prenais le métro depuis 2 ans. Les couloirs me semblaient immenses, bruyants, effrayants. Mais je n'ai pas reculé. J'ai acheté un ticket avec mes dernières pièces et je suis montée dans la rame direction le 8e arrondissement. L'étude de Maître Blanchard se trouvait dans un immeuble haussmannien magnifique. Des moulures au plafond, un escalier en marbre, des portes en bois massif. J'ai sonné. Une secrétaire m'a ouvert. « Madame Dessalines, Maître Blanchard vous attend. » J'ai traversé un couloir orné de tableaux anciens. J'ai poussé une porte. Et là, dans un bureau lumineux avec vue sur les toits de Paris, un homme d'une 60aine d'années s'est levé pour m'accueillir. « Madame Dessalines, enfin !» Il m'a serré la main avec chaleur. Il m'a fait asseoir dans un fauteuil confortable. Il m'a offert un café que j'ai accepté avec gratitude. Et puis il a sorti un dossier épais de son tiroir. « Votre frère André était un homme remarquable, » a-t-il dit. « Il m'a parlé de vous souvent. Il disait que vous étiez la personne la plus généreuse qu'il connaissait, que vous aviez tout sacrifié pour votre fils, et que ce fils ne vous méritait pas. » Ma gorge s'est serrée. André savait? Il savait. La dernière fois que je l'ai vu, quelques semaines avant sa mort, il m'a dit qu'il avait essayé de vous rendre visite à Paris, qu'il était venu jusqu'à la maison de votre fils, et qu'il vous avait vu, par la fenêtre de la cuisine, descendre un escalier avec une assiette à la main. Il m'a dit « Ma sœur mange à la cave, Maître Blanchard. Mon neveu la traite comme une domestique. » Il avait honte de ne pas avoir réagi. Alors il a changé son testament. Il vous a tout laissé. Absolument tout. Maître Blanchard a ouvert le dossier. Il m'a montré les documents. La maison de Menton. Une villa blanche avec vue sur la mer, estimée à 650 000 €. Le compte bancaire, avec 120 000 €. Et une lettre d'André, qu'il avait écrite pour moi. Il m'a demandé de vous la remettre en main propre, a dit le notaire. Je pense que le moment est venu. J'ai pris la lettre. Mes mains tremblaient. J'ai reconnu l'écriture d'André, cette écriture un peu penchée qu'il avait depuis l'enfance. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai lu les derniers mots de mon frère. Ma chère Charlotte, si tu lis cette lettre, c'est que tu as enfin récupéré ce qui te revient. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi quand tu en avais besoin. Je suis désolée d'avoir vu ce que je n'aurais jamais dû voir et de n'avoir rien fait. La dernière fois que je suis venue à Paris, je voulais te faire une surprise. Je suis allée jusqu'à la maison de Julien. J'ai sonné, mais personne n'a répondu. Alors j'ai fait le tour par le jardin, et je t'ai vue, ma petite sœur. Je t'ai vue descendre cet escalier qui menait à la cave avec une assiette dans les mains. Je t'ai vue t'enfoncer dans l'obscurité comme une ombre. J'ai compris que tu ne vivais pas avec ton fils. Tu vivais sous lui. Cette nuit-là, dans mon hôtel, j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage et de honte. J'aurais dû défoncer cette porte. J'aurais dû te prendre dans mes bras,
J'aurais dû t'emmener loin de cet enfer. Mais je n'ai rien fait. J'étais lâche. J'avais peur de créer des problèmes, peur que tu me rejettes, peur de tout. Alors je suis rentrée à Menton et j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai changé mon testament. Charlotte, cette maison, cet argent, c'est ta liberté. C'est ma façon de te dire pardon. C'est ma façon de te donner ce que Julien t'a volé. Ta dignité. Vis, ma sœur. Vis pour toi. Mange à table, pas à la cave. Regarde la mer depuis ta terrasse. Cuisine pour toi-même, pas pour des ingrats. Et surtout, ne pardonne pas à ceux qui ne méritent pas ton pardon. Je t'aime. Ton frère qui t'aime. André. J'ai replié la lettre. Mes larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. Maître Blanchard m'a tendu un mouchoir. Il n'a rien dit. Il m'a laissé pleurer en silence, avec cette délicatesse des gens qui comprennent la douleur. Quand j'ai enfin relevé la tête, il a repris la parole. « Madame Dessalines, nous devons agir vite. Votre fils a déjà entamé des démarches pour vous faire placer sous tutelle. Il a pris rendez-vous avec un psychiatre pour la semaine prochaine. Si ce psychiatre signe un certificat d'incapacité mentale, même frauduleux, les choses pourraient se compliquer considérablement. J'ai essuyé mes yeux. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, nous allons signer les documents de succession. Maintenant, tout de suite. Une fois que vous aurez officiellement accepté l'héritage, vous serez propriétaire de la maison de Menton et titulaire du compte bancaire. Ensuite, je vous recommande de quitter la maison de votre fils. Immédiatement. Ne retournez pas là-bas. Mais mes affaires, mon tablier, mes photos... Rien de tout cela ne vaut votre liberté. Vous pouvez envoyer quelqu'un les récupérer plus tard. Ou les abandonner. L'important, c'est que vous soyez en sécurité. J'ai réfléchi. Il avait raison. Qu'est-ce que je possédais vraiment dans cette cave? Quelques vêtements usés, quelques souvenirs. Rien qui valait le risque de retourner dans cette prison. D'accord, ai-je dit. Signons les documents. Maître Blanchard a sorti une pile de papier. Il m'a expliqué chaque document avec patience. L'acte de propriété de la maison de Menton, les relevés du compte bancaire, la déclaration de succession. J'ai signé chaque page avec une main de plus en plus ferme. À chaque signature, je sentais un poids se lever de mes épaules. Quand nous avons eu fini, Maître Blanchard m'a tendu une carte bancaire. C'est la carte du compte de votre frère, enfin de votre compte maintenant. Le code est inscrit dans cette enveloppe. Vous avez 120 000 € à votre disposition. J'ai regardé cette carte, ce petit rectangle de plastique qui représentait ma liberté, ma nouvelle vie. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, vous allez prendre un taxi jusqu'à la gare de Lyon. Vous allez acheter un billet pour Nice et vous allez vous installer dans votre maison de Menton. J'ai les clés ici. Il a sorti un trousseau de son tiroir. La maison est meublée. Votre frère l'entretenait bien. Vous pourrez y vivre dès ce soir. J'ai pris les clés. Elles étaient lourdes dans ma main. Des clés de maison. Ma maison. Et mon fils? Qu'est-ce qui va se passer quand il découvrira que je suis partie? Maître Blanchard a eu un sourire froid. Il va découvrir que sa mère n'est pas aussi sénile qu'il le pensait. Il va découvrir que l'héritage lui échappe. Et il va probablement être très en colère. Mais légalement, il ne pourra rien faire. Vous êtes saine d'esprit. Vous avez signé les documents en toute lucidité, devant témoins. C'est inattaquable. J'ai hoché la tête. Puis une pensée m'a traversé l'esprit. Maître Blanchard, mon fils a parlé d'un psychiatre, un ami de la famille, quelqu'un qui pourrait signer un faux certificat.
Le notaire a froncé les sourcils. « Vous connaissez son nom ?»« Non, mais j'ai lu dans les courriels que c'était le psychiatre du père de Séverine. Quelqu'un qui leur devait un service. »« Je vois. Ne vous inquiétez pas pour ça. Une fois que vous serez à Menton, je contacterai un avocat spécialisé. Nous prendrons les devants. Si votre fils tente quoi que ce soit, nous serons prêts. » J'ai quitté l'étude de Maître Blanchard 1 heure plus tard. J'avais les clés de ma maison dans mon sac, une carte bancaire dans ma poche, et pour la première fois depuis 2 ans, j'avais de l'espoir dans le cœur. J'ai fait ce que le notaire m'avait conseillé. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare de Lyon. J'ai acheté un billet pour Nice. Dans le train, assise près de la fenêtre, j'ai regardé Paris s'éloigner. Cette ville où j'avais vécu 2 ans d'enfer. Cette ville où mon fils m'avait traité comme une moins que rien. Le voyage a duré 5 heures. 5 heures pendant lesquelles j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. À André, à sa lettre, à son amour silencieux. À Julien, à sa trahison, à sa cupidité. À moi-même, à ma faiblesse, à ma soumission. Et à cette nouvelle vie qui m'attendait. Quand le train est arrivé à Nice, il faisait nuit. J'ai pris un autre taxi jusqu'à Menton. La route longeait la côte. Je voyais les lumières des villes se refléter sur la mer Noire. C'était magnifique. Le taxi s'est arrêté devant une maison blanche aux volets bleus. La maison d'André. Ma maison. J'ai payé le chauffeur avec ma nouvelle carte bancaire. C'était la première fois que je l'utilisais. La première fois que je dépensais mon propre argent depuis des années. J'ai ouvert le portail, j'ai traversé le jardin. Des citronniers, des oliviers, des lauriers roses. Même dans l'obscurité, je pouvais sentir leur parfum. J'ai monté les 3 marches du perron. J'ai glissé la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte. L'intérieur était exactement comme Maître Blanchard l'avait décrit. Meublé, simplement, proprement, avec goût. Un salon lumineux, une cuisine équipée, une chambre avec un vrai lit, un vrai matelas, de vrais draps. Et partout, des photos d'André. André jeune, André avec notre mère. André devant cette maison. Je me suis assise sur le canapé du salon. J'ai regardé autour de moi. Et j'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse cette fois, de soulagement, de gratitude, de bonheur. J'étais libre. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un vrai lit pour la première fois depuis 2 ans. Pas un lit de camp avec un matelas fin comme du papier. Un vrai lit, avec des oreillers moelleux et une couette chaude. J'ai dormi 12 heures, d'affilée, sans cauchemar. Sans me réveiller en sueur, sans entendre les pas de mes geôliers au-dessus de ma tête. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. J'ai ouvert les volets de la chambre et j'ai découvert la vue. La mer Méditerranée, bleue et scintillante, s'étendait devant moi jusqu'à l'horizon. Des bateaux de pêche rentraient au port. Des mouettes criaient dans le ciel. C'était le plus beau matin de ma vie. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je savais que Julien allait découvrir ma disparition. Je savais qu'il allait être furieux. Et je savais qu'il n'allait pas abandonner si facilement. J'avais raison. Le lundi matin, mon téléphone a sonné. J'avais acheté un nouveau téléphone la veille, avec une nouvelle ligne. Mais d'une manière ou d'une autre, Julien avait trouvé mon numéro. Peut-être par le notaire, peut-être par un autre moyen. Peu importait. J'ai décroché. Sa voix était froide, contrôlée, mais je sentais la rage dessous. « Maman, où es-tu ?»« Je suis chez moi, Julien. » Un silence. « Chez toi ? Tu n'as pas de chez toi, tu vis chez nous. »« Non, je vivais dans ta cave. Maintenant, je vis dans ma maison. La maison que mon frère André m'a laissée. Tu sais, André, mon frère dont tu m'as caché la mort pendant 8 mois.
Le silence s'est prolongé. Je l'imaginais, à l'autre bout du fil, en train de calculer, de réfléchir à ce qu'il pouvait encore sauver. « Maman, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais... » « On ne m'a rien raconté, Julien. J'ai lu tes courriels. J'ai lu tes échanges avec le notaire. J'ai lu tes messages avec Séverine. Je sais tout. La mise sous tutelle, le psychiatre, le projet de vendre ma maison et de me mettre dans un établissement pas cher parce que je ne ferai pas la différence. » Sa respiration s'est accélérée. « Tu as fouillé dans mon ordinateur ? » ?»« Oui, et j'ai bien fait. »« Ma maman, écoute, tu ne comprends pas. On voulait te protéger. Tu es confuse, tu as des problèmes de mémoire, tu... » « Arrête, Julien. » Ma voix était calme, plus calme que je ne l'aurais cru possible. « Arrête de mentir. Je ne suis pas confuse. Je ne suis pas sénile. Je suis parfaitement lucide. Et je sais exactement ce que tu as fait. » Un long silence. Puis sa voix a changé. Elle est devenue dure, agressive. « Tu n'aurais jamais dû partir. Tu n'aurais jamais dû fouiller dans mes affaires. C'était une violation de ma vie privée. Et m'enfermer dans une cave pendant 2 ans, c'était quoi? Du respect? On t'a hébergé, on t'a nourri, on t'a donné un toit. Tu m'as donné une cave humide et les restes de tes repas. Tu m'as pris 80 000 € pour des travaux qui n'ont jamais eu lieu. Tu m'as caché la mort de mon propre frère pour pouvoir voler mon héritage. C'est faux. C'est la vérité, Julien. Et tu le sais. Il a explosé. Tu vas le regretter. Tu m'entends? Je vais contester la succession. Je vais te faire déclarer incapable. Tu n'es qu'une vieille folle qui ne sait plus ce qu'elle fait. J'ai respiré profondément. Essaie, Julien. Essaie de me faire déclarer incapable. J'ai un notaire et un avocat de mon côté. J'ai des preuves de ce que tu as fait. Et surtout, je suis libre. Tu ne peux plus me contrôler. On verra ça. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient légèrement. Mais pas de peur. D'adrénaline. Je venais de tenir tête à mon fils pour la première fois de ma vie. Et ça faisait du bien. Les semaines suivantes ont été difficiles. Comme je m'y attendais, Julien n'a pas l'abandonné. Il a contesté la succession, prétendant que j'étais incapable de prendre des décisions. Il a trouvé un psychiatre, celui dont il avait parlé dans ses courriels, qui a rédigé un rapport affirmant que j'avais des troubles cognitifs sévères. Il a saisi le juge des tutelles. Mais j'étais préparée. Maître Blanchard m'avait mise en contact avec une avocate extraordinaire, Maître Hélène Fournier, une femme d'une 50aine d'années, spécialisée dans la défense des personnes âgées, victimes de maltraitance familiale. Elle avait vu des dizaines de cas comme le mien. Elle savait exactement comment se battre. « Charlotte » m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre, « votre fils a commis ce qu'on appelle de la maltraitance par négligence et exploitation financière. C'est un délit pénal. Non seulement nous allons nous défendre, mais nous allons contre-attaquer. » Elle m'a fait passer une batterie de tests médicaux et psychiatriques. 3 médecins différents, choisis par elle, m'ont évalué. Tous ont conclu la même chose. J'étais parfaitement saine d'esprit, lucide, cohérente, capable de gérer mes affaires. Quand le rapport du psychiatre de Julien est arrivé devant le juge, Maître Fournier l'a démoli point par point. Elle a prouvé que ce psychiatre n'avait jamais rencontré la patiente, c'est-à-dire moi. Elle a prouvé qu'il avait des liens financiers avec la famille de Séverine. Elle a déposé une plainte pour faux témoignage. L'audience devant le juge des tutelles a eu lieu un mardi de février. J'étais terrifiée. C'était la première fois que je revoyais Julien depuis ma fuite. Il était là, dans la salle d'audience.
avec Séverine à ses côtés. Il me regardait qu'avec une haine à peine dissimulée. Le juge était une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris et des lunettes sévères. Elle a écouté les deux parties avec attention. Elle a lu les rapports médicaux, les témoignages, les preuves. Puis elle m'a regardé directement. « Madame Dessalines, pouvez-vous me raconter avec vos propres mots ce qui s'est passé ces dernières années ?» Je me suis levée. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai parlé. J'ai tout raconté. La cave, les restes, l'humiliation quotidienne, l'argent que j'avais donné, les appels interceptés, la mort de mon frère qu'on m'avait caché. J'ai parlé pendant 1 heure, sans m'arrêter, sans pleurer. Ma voix était ferme, claire, lucide. Quand j'ai eu fini, le juge s'est tourné vers Julien. « Monsieur Dessalines, avez-vous quelque chose à répondre ?» Julien s'est levé. Il a essayé de sourire, de paraître raisonnable. « Madame le juge, ma mère est confuse. Elle déforme la réalité. Nous l'avons accueillie par générosité. Nous avons pris soin d'elle. Et maintenant, elle nous accuse de choses horribles. C'est triste, vraiment. C'est la preuve qu'elle a besoin d'aide. » Le juge l'a regardé froidement. « Monsieur Dessalines, j'ai lu les rapports médicaux. 3 psychiatres indépendants affirment que votre mère est parfaitement saine d'esprit. En revanche, le psychiatre que vous avez consulté ne l'a jamais examinée et a des liens financiers avec votre belle famille. Pouvez-vous m'expliquer cela ?» Julien a pâli. « Il y a eu un malentendu. » « Un malentendu ?» Le juge a haussé un sourcil. « Monsieur Dessalines, je ne vois pas de malentendu ici. Je vois une tentative délibérée de faire déclarer une personne saine d'esprit comme incapable, dans le but évident de s'approprier son héritage. » Elle a frappé son marteau sur le bureau. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Madame Charlotte Dessalines conserve l'intégralité de ses droits civiques et la pleine propriété de ses biens. Par ailleurs, je transmets ce dossier au procureur pour enquête sur des faits présumés de maltraitance sur personnes vulnérables et de tentatives d'escroquerie. Julien s'est effondré sur sa chaise. Séverine a poussé un cri étouffé. Et moi, Charlotte Dessalines, 72 ans, ancienne cuisinière, ancienne prisonnière. Je me suis tenue droite et j'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Il détournait le regard. « Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. » Après l'audience, je suis sortie du tribunal avec Maître Fournier. Le soleil de février était pâle mais doux. Je respirais l'air frais comme si je le respirais pour la première fois. Nous avons marché jusqu'à un café à 2 pas du palais de justice et nous nous sommes assises à une table près de la fenêtre. J'ai commandé un chocolat chaud. Maître Fournier a pris un café noir. Pendant quelques minutes, nous n'avons rien dit. Nous savourions simplement la victoire. Puis elle m'a regardée avec un sourire. « Charlotte, vous avez été extraordinaire là-dedans. Votre témoignage était puissant, lucide, inattaquable. Le juge a vu exactement ce que je voulais qu'elle voie. Une femme forte qui a été maltraitée par sa propre famille. » J'ai hoché la tête. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais vidée, épuisée, comme après un marathon. Mais quelque part au fond de moi, il y avait aussi une flamme de fierté. J'avais tenu bon. J'avais gagné. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» ai-je demandé. « Pour la mise sous tutelle, c'est terminé. Votre fils n'a plus aucun recours. Vous êtes officiellement reconnu comme une personne parfaitement capable de gérer ses affaires. Quant à l'enquête pénale, c'est une autre histoire.
Le procureur va étudier le dossier. Si les preuves sont suffisantes, et je pense qu'elles le sont, votre fils pourrait être poursuivi pour maltraitance sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie. J'ai fermé les yeux un instant. Mon fils, poursuivi en justice. Mon fils, peut-être condamné. C'était ce que je voulais, non? C'était la justice. Mais pourquoi est-ce que ça faisait si mal? Maître Fournier a posé sa main sur la mienne. Charlotte, je sais que c'est difficile. C'est votre fils. Vous l'aimez malgré tout. Mais ce qu'il vous a fait était inacceptable. Il doit en répondre. Pas pour vous punir, mais pour qu'il comprenne. Et pour que d'autres femmes dans votre situation sachent qu'elles peuvent se battre. J'ai rouvert les yeux. Elle avait raison. Ce n'était pas une vengeance. C'était une question de dignité, de justice, de vérité. Je suis rentrée à Menton le soir même. Dans le train, j'ai regardé le paysage défiler. Les champs, les villages, les montagnes au loin. Et puis la mer, cette mer bleue et infinie qui m'attendait. Ma mère maintenant. Les semaines suivantes ont été étrangement calmes. Je m'installais dans ma nouvelle vie, lentement, prudemment, comme quelqu'un qui réapprend à marcher après un accident. Chaque matin, je me réveillais dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison. Chaque matin, je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse, face à la mer. Chaque matin, je me rappelais que j'étais libre. J'ai commencé à cuisiner à nouveau. Pas pour des ingrats, pas pour des gens qui crachaient en ma nourriture. Pour moi. Je préparais des plats simples, des plats que j'aimais. Des soupes de légumes, des gratins, des tartes aux fruits. Et je mangeais à table, comme un être humain, avec une nappe propre et de la vraie vaisselle. Un jour, j'ai décidé de préparer un homard thermidor. Cette recette qui me hantait depuis 2 ans. Cette recette que j'avais préparée des dizaines de fois pour Julien et ses invités sans jamais y goûter. J'ai acheté un beau homard au marché de Menton. Je l'ai préparé avec soin, comme au restaurant. La chair délicate, la sauce crémeuse au cognac et à la moutarde, la chapelure dorée au four. J'ai dressé l'assiette comme si c'était pour un client étoilé. Puis je me suis assise à ma table, face à la mer, et j'ai goûté. C'était parfait. Absolument parfait. Et pour la première fois depuis des années, j'ai mangé en souriant. 1 mois après l'audience, j'ai reçu une lettre de Julien. Elle était longue, 4 pages écrites à la main. Je l'ai lue plusieurs fois, cherchant à comprendre. Il s'excusait. Il disait qu'il avait eu tort, qu'il regrettait, qu'il voulait me revoir. Il parlait de son enfance, de nos bons moments ensemble, de l'amour qu'il avait pour moi. Il me demandait de lui pardonner, de lui donner une seconde chance. J'ai posé la lettre sur la table. J'ai regardé la mer par la fenêtre et j'ai réfléchi. Pendant des années, j'aurais tout donné pour recevoir une telle lettre. Pendant des années, j'aurais pardonné n'importe quoi pour retrouver mon fils. Mais maintenant, ces mots sonnaient creux. Ces excuses arrivaient trop tard. Et surtout, elles n'arrivaient qu'après sa défaite au tribunal. Il ne s'excusait pas parce qu'il regrettait vraiment. Il s'excusait parce qu'il avait perdu. Je n'ai pas répondu à cette lettre. Je l'ai rangée dans un tiroir avec les autres souvenirs de mon ancienne vie. Peut-être qu'un jour, je la relirai. Peut-être qu'un jour, je trouverai la force de répondre. Mais pas maintenant. Pas encore. 2 mois plus tard, Maître Fournier m'a appelé avec des nouvelles. L'enquête pénale avait abouti. Le procureur avait décidé de poursuivre Julien pour maltraitance sur personne vulnérable, abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. Un procès allait avoir lieu.
On me demandait si je voulais me porter partie civile. J'ai accepté. Pas par vengeance, par justice. Le procès a eu lieu en juin, au tribunal correctionnel de Paris. C'était un beau jour d'été, chaud et lumineux. Tout le contraire de l'atmosphère dans la salle d'audience. Julien était là, assis sur le banc des accusés. Il avait maigri. Ses cheveux étaient plus gris. Il avait l'air d'un homme vaincu. Séverine n'était pas là. J'ai appris plus tard qu'elle l'avait quitté quelques semaines après l'audience, chez le juge des tutelles. Elle avait pris les enfants et était retournée chez ses parents à Versailles. Le procès a duré 3 jours. 3 jours pendant lesquels j'ai revécu mon calvaire devant des juges, des avocats, des journalistes. 3 jours pendant lesquels j'ai raconté la cave, les restes, l'humiliation, la trahison. 3 jours pendant lesquels j'ai vu mon fils s'enfoncer de plus en plus. Le dernier jour, avant le verdict, le président du tribunal m'a demandé si je voulais dire quelque chose. Je me suis levée. J'ai regardé Julien. Il ne me regardait pas. Il fixait le sol, les épaules voûtées, comme un enfant pris en faute. J'ai parlé. J'ai dit que je l'avais aimé plus que tout au monde, que j'avais sacrifié ma vie pour lui, que j'avais vendu ma maison, donné mes économies, renoncé à tout pour qu'il réussisse. J'ai dit que pendant 2 ans, j'avais mangé ses restes dans une cave humide, en l'entendant rire avec ses amis au-dessus de ma tête. J'ai dit que j'avais découvert la mort de mon propre frère 8 mois après son enterrement, parce que mon fils me l'avait caché pour voler mon héritage. Et puis j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à personne. J'ai dit que malgré tout ça, malgré toute cette douleur, je ne le haïssais pas. Je ne pouvais pas le haïr. C'était mon fils, mon sang, ma chair, mais je ne pouvais pas non plus lui pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. J'ai dit que ce procès n'était pas une vengeance. C'était une nécessité. Pour moi, pour guérir. Et pour toutes ces femmes, toutes ces mères, tous ces parents âgés qui subissent en silence ce que j'ai subi. Pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont le droit de se battre, qu'ils ont le droit de vivre dignement. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le verdict est tombé le soir même. Julien a été reconnu coupable de maltraitance sur personne vulnérable et d'abus de faiblesse. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, à une amende de 50 000 € et à me verser 100 000 € de dommages et intérêts. Quand le président a prononcé le verdict, Julien a levé les yeux vers moi pour la première fois. Son regard était vide, brisé. Ce n'était plus le directeur financier arrogant qui m'envoyait manger à la cave. C'était un homme détruit par ses propres choix. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, de la joie, du triomphe. Mais je n'ai rien ressenti de tout ça. J'ai ressenti une tristesse profonde, immense, comme un océan sans fond. La tristesse d'une mère qui perd son enfant, non pas à la mort, mais à la vie, à ses propres erreurs. Je suis sortie du tribunal sans un mot. Je n'ai pas parlé aux journalistes qui m'attendaient dehors. Je n'ai pas répondu à leurs questions. J'ai simplement marché jusqu'à la gare. J'ai pris un train pour Nice et je suis rentrée chez moi, dans ma maison, face à ma mère. Cette nuit-là, assise sur ma terrasse, j'ai regardé les étoiles et j'ai pensé à André, mon frère qui m'avait sauvée depuis sa tombe. Mon frère qui m'avait donné cette maison, cette liberté, cette nouvelle vie. J'ai murmuré dans le silence de la nuit. Merci André, j'ai tenu ma promesse. J'ai vécu. 3 ans ont passé depuis ce procès. 3 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement, à respirer autrement, à exister autrement. Ma maison de Menton est devenue mon refuge,
mon sanctuaire, l'endroit où j'ai reconstruit pierre par pierre la femme que j'avais cessé d'être. Chaque matin, je me réveille avec le soleil qui entre par les volets au bleu de ma chambre. Je prépare mon café dans ma cuisine lumineuse et je m'installe sur ma terrasse pour regarder la mer Méditerranée scintiller sous la lumière du jour naissant. Les citronniers de mon jardin embaument l'air d'un parfum doux et acidulé. Les mouettes crient au-dessus des vagues. Et moi, Charlotte Dessalines, 75 ans maintenant, je savoure chaque instant de cette liberté que j'ai payée si cher. J'ai repris goût à la cuisine, mais différemment cette fois. Je ne cuisine plus pour des ingrats qui crachent à ma nourriture et m'envoient à manger leurs restes à la cave. Je cuisine pour moi, pour le plaisir de créer, de sentir les odeurs monter des casseroles, de goûter les sauces du bout de la cuillère comme je le faisais autrefois, au restaurant étoilé. J'ai même commencé à inviter des voisins pour des dîners sur ma terrasse, des gens simples et chaleureux qui apprécient ma cuisine et me remercient avec sincérité. Il y a Madame Rosetti, une Italienne de 80 ans, qui vit seule depuis la mort de son mari et qui me raconte des histoires de sa jeunesse à Naples. Il y a Monsieur Bertrand, un ancien pêcheur qui m'apporte parfois du poisson frais en échange d'une part de tarte aux pommes. Il y a aussi Hélène, mon avocate devenue mon amie, qui vient me voir 2 ou 3 fois par an depuis Paris et qui reste toujours émerveillée par la beauté de cette maison face à la mer. Ces gens sont devenus ma nouvelle famille, une famille que j'ai choisie et qui m'a choisi en retour. De Julien, je n'ai plus beaucoup de nouvelles. J'ai appris par maître Fournier qu'il avait perdu son travail peu après le procès, que Séverine avait demandé le divorce et obtenu la garde des enfants, et qu'il avait dû vendre la maison de Neuilly pour payer ses dettes et mon indemnisation. La dernière fois qu'elle en a entendu parler, il vivait dans un petit appartement en banlieue parisienne et cherchait du travail. Une partie de moi ressent de la tristesse en pensant à lui. Cette tristesse incompréhensible des mères qui ne peuvent jamais vraiment cesser d'aimer leurs enfants, même quand ces enfants les ont détruites. Mais une autre partie de moi, plus forte maintenant, sait que c'est la justice qui s'est accomplie, que la vie lui a rendu exactement ce qu'il avait semé. Il m'a enfermée dans une cave, il a mangé du homard pendant que je mangeais ses restes, il a voulu me voler mon héritage et me faire passer pour folle. Et maintenant c'est lui qui se retrouve seul, ruiné, abandonné par tous ceux qu'il croyait aimer. Ce n'est pas de la vengeance, c'est simplement l'ordre des choses qui se rétablit. Il m'a écrit plusieurs fois ces 3 dernières années, des lettres que je lis, mais auxquelles je ne réponds jamais. Dans sa dernière lettre, il me parlait des enfants, Léo et Emma, qui grandissent et qui demandent parfois des nouvelles de leur grand-mère. Il me demandait si je voudrais les voir, si je pourrais peut-être leur envoyer un mot, leur parler au téléphone. J'ai longuement réfléchi à cette demande. Ces enfants n'ont rien fait de mal. Ils sont innocents des crimes de leur père. Et ils portent mon sang dans leurs veines tout comme Julien porte le mien. Mais je ne suis pas prête. Pas encore. Peut-être jamais. Les voir, ce serait revoir Julien, rouvrir des blessures que j'ai mis tant de temps à refermer. Alors je garde cette lettre dans mon tiroir avec toutes les autres. Et je me dis que peut-être un jour, quand les enfants seront grands, quand ils pourront comprendre, quand ils viendront me chercher eux-mêmes, sans l'intermédiaire de leur père, peut-être alors je leur ouvrirai ma porte et mon cœur. Un soir d'octobre dernier, j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai préparé un homard thermidor, le plus beau que j'ai jamais fait, avec la chair la plus tendre,
et la sauce la plus onctueuse. J'ai dressé ma table sur la terrasse, avec ma plus belle nappe, mes plus beaux couverts, une bougie allumée au centre, et je me suis assise là, seule face à l'immensité de la mer qui rougeoyait sous le soleil couchant, et j'ai mangé ce homard, en pensant à tout ce chemin parcouru. Je pensais à cette femme qui mangeait les restes crachés de son fils, dans une cave humide, il y a 3 ans. Je pensais à cette femme qui n'osait pas dire non, qui acceptait l'inacceptable par amour, qui avait oublié sa propre valeur. Et je regardais cette femme que j'étais devenue, assise sur sa terrasse face à la mer, propriétaire de sa maison, maîtresse de sa vie, libre et digne enfin. J'ai levé mon verre de vin blanc vers le ciel et j'ai murmuré « Merci à André, merci à la vie, merci à moi-même pour avoir trouvé le courage de me battre. » Ce que j'ai appris de toute cette histoire, c'est qu'on peut tout donner à quelqu'un et ne recevoir que de la cruauté en retour, que l'amour maternel, aussi fort soit-il, ne protège de rien et ne garantit rien, que les liens du sang ne signifient rien quand le cœur est absent. Mais j'ai aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même, pour dire non, pour partir, pour recommencer. J'avais 70 ans quand j'ai fui cette cave, 70 ans quand j'ai repris ma vie en main, 70 ans quand j'ai découvert que je méritais d'être à table et non en dessous. Si moi j'ai pu le faire à 70 ans, alors n'importe qui peut le faire à n'importe quel âge. Aujourd'hui, alors que j'écris ces dernières lignes, je suis assise sur ma terrasse, face à cette mer qui est devenue ma compagne de tous les jours. Le soleil se couche lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et roses, que je ne me lasse jamais de contempler. Dans ma poche, je garde toujours la lettre d'André. Cette lettre froissée à force d'être relue, ces mots d'amour fraternel qui m'ont sauvée depuis la tombe. Et sur mes genoux repose mon vieux tablier de cuisinière, celui avec mon nom brodé en fil doré, celui que mes collègues du restaurant m'avaient offert il y a tant d'années et qui m'a accompagné dans les moments les plus sombres de ma vie, comme un talisman, comme une preuve que j'avais été quelqu'un avant de devenir une ombre dans la cave de mon propre fils. Je m'appelle Charlotte Dessalines, j'ai 75 ans, et pendant 2 ans de ma vie, j'ai mangé les restes de mon fils dans une cave humide, pendant qu'il savourait du homard, avec ses invités au-dessus de ma tête. J'ai donné 80 000 € pour des travaux qui n'ont jamais existé. J'ai découvert la mort de mon frère 8 mois après son enterrement, et j'ai failli être déclarée folle par l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé, aimé plus que ma propre vie. Mais aujourd'hui, je mange du homard sur ma terrasse face à la Méditerranée, dans ma propre maison, avec ma propre liberté, entourée de gens qui m'aiment vraiment et qui me respectent pour ce que je suis. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Mon fils a semé la cruauté et l'ingratitude. Il a récolté la solitude et la ruine. Sa femme l'a quitté, ses enfants lui ont été retirés. Sa carrière s'est effondrée et il vit maintenant dans un petit appartement de banlieue, en cherchant du travail comme n'importe quel homme ordinaire qu'il avait toujours méprisé. Moi, j'ai semé la patience et la dignité. J'ai semé le courage de partir et de me battre quand tout semblait perdu. Et j'ai récolté cette paix profonde qui m'habite désormais. Cette sérénité que rien ni personne ne pourra plus jamais me voler. André avait raison dans sa lettre. Il est temps que je vive pour moi, que je mange à table comme un être humain, que je regarde la mer depuis ma terrasse. Et c'est exactement ce que je fais chaque jour, depuis 3 ans. Si mon histoire peut t'aider, ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux,
à reconnaître les signes de ce qu'elle subit, à trouver le courage de dire non et de partir. Alors tout ce que j'ai vécu aura eu un sens. Si une seule mère, qui mange les restes de sa propre vie dans la cave de quelqu'un d'autre, peut lire ces mots et comprendre qu'elle mérite mieux, qu'elle mérite d'être à table et non en dessous, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même, alors mes larmes n'auront pas coulé en vain. Parce que nous méritons toutes de vivre dignement, de manger à notre faim des plats que nous avons choisis, de dormir dans des lits confortables, d'être traités avec le respect que nous avons donné aux autres toute notre vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse et leur souffrance en force. Chaque jour, une femme, une leçon de vie, une preuve que la dignité peut renaître des cendres les plus froides. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, avec votre mère, votre grand-mère, votre voisine âgée, qui vit peut-être en silence ce que j'ai vécu. Parfois, une histoire peut changer toute une journée. Parfois, une histoire peut sauver une vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.